Deuxième partie de cette intervention sur eh bien, la façon dont on nous présente des pays, des cultures et des unions comme la solution, l'antidote au nouvel ordre mondial ultralibéral. Et donc je venais de dire à la fin de la vidéo précédente que les pays traditionnels qu'on nous présente comme protecteurs de leur culture, de leur population, de leur génie, de leur religion, de leurs valeurs, souvent eh bien, trahissent un certain nombre de choses qui ont trait à ça en manipulant les populations, la religion, la politique. Et donc il faut, si on veut arriver à faire une union de toutes les forces vives pour avancer ensemble dans une nouvelle société, il faut y voir clair. Alors, la Russie de Poutine, bon, j'apprendrai rien à personne en rappelant qu'il est un ancien membre du KGB, qui a quand même été un organisme de contrôle de centaines de millions de populations, avec torture, interdiction de liberté d'expression, réécriture de l'histoire. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont graves. Bien sûr, Poutine a redonné le pays aux Russes après la catastrophe des années 90, quand Gorbatchev, bon, j'aurais aimé le voir au pouvoir, mais personnellement, je crois que c'est quand même quelqu'un qui aimait vraiment son peuple, qui a été remplacé par Yeltsin, qui était au service de la mondialisation, effectivement, des Français, des Américains, de tous les pays capitalistes qui se sont servi sur une Russie qui était exsangue, où c'était le chaos. Donc ça, Naomi Klein le montre bien dans la stratégie du choc. Et du coup, Poutine a rendu le pays à la Russie, a recommencé à payer les gens, à renationaliser les choses, a redonné une stabilité. Et donc, les Russes, je voyais ça dans un reportage très intéressant qui est repassé il y a à peu près 2 mois, sur je ne sais plus quelle chaîne, eh bien, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il y avait un changement, ça a amené un chaos terrible, comme le passage du tsarisme à la révolution en 1917, puis après l'écroulement avec Yeltsin. Donc finalement, avec Poutine, ils ont retrouvé la stabilité et quelqu'un qui fait la synthèse entre économie de marché, nationalisme, nostalgie de l'ère soviétique et du tsarisme avec les valeurs traditionnelles de la Sainte Mère Russie. Voilà. Alors, le problème, alors là on peut dire que je parle à la place des Russes, mais l'idée c'est pas ça, c'est qu'on nous présente ça comme, voilà, comme un modèle et qu'il faudrait prendre exemple sur la Russie, qu'on la discrédite, qu'on fait de la désinformation. Bon. Et donc on voudrait un peu nous proposer ce modèle-là, pourquoi pas pour la France, ou pas tout à fait, mais quand même, c'est pas mal ce qui se passe là-bas. Non, c'est important d'avoir les idées claires, parce que sinon on pourra jamais faire quelque chose de bien avec des personnes qui savent très bien ce qui se passe en Russie, qui n'en veulent pas, parce que ce sont des personnes qui sont attachées de façon tout à fait légitime à leur liberté, et au fait qu'on soit une société sans mafia, liberté d'entreprendre, liberté de conscience, etc. Alors, Poutine, nostalgique de l'URSS et du tsarisme, qui sont quand même les plus grandes oppressions de l'histoire, avec des dizaines de millions de morts sous Staline, hein, le servage sous le tsar. Il réalise une alliance avec l'orthodoxie chrétienne imposée, et fortement suggéré, on va dire, et par des militants d'extrême droite, des supporters de foot, hein, voilà, des gens un peu skin, quoi. Alors, qui ont l'idée que c'est vraiment la défense des valeurs de la Russie, parce que tout le monde leur en veut. Et là, c'est vrai qu'il y a souvent une focalisation sur la Russie, des provocations, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est vrai, c'est un double jeu extrêmement nocif et intolérable de la part de certain nombre de pays, mais c'est pas pour autant que tout ce qui se passe en Russie est bien. Voilà, il est tout à fait possible qu'il y ait des guerres et des luttes d'influence entre deux dictatures, entre deux régimes autoritaires, bien évidemment.
Euh, les mafias qui sont encore très présentes en Russie, même si dans les années 90 ou 2000, alors 2000 plutôt, effectivement, les Russes ont réagi contre des mafias géorgiennes, ils ont dû combattre aussi les indépendantistes tchétchènes avec beaucoup de violence, mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoire sur la violence du fanatisme musulman et les manipulations de certains pays musulmans pour déstabiliser des pays. Ouais, et ça, on peut aussi se servir des indépendantistes musulmans pour affaiblir les ennemis, de la part y compris du camp de la mondialisation libérale. Je continue avec la Russie, une richesse énorme et de grosses différences de niveau de vie avec une pauvreté de la population en dehors de Moscou qui est quand même très importante, qui prouve que le patriotisme soi-disant et les valeurs chrétiennes, ben, elles ont quand même vachement leurs limites de la part du gouvernement et de la part eh bien, de l'Église orthodoxe. Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme en Grèce, hein, mais un ami grec me racontait qu'en Grèce, il y a un pourcentage du budget de l'État des impôts qui vont directement à l'Église orthodoxe, quoi. Donc et qui ont quand même une richesse assez conséquente. Après, je ne vais pas non plus m'avancer sur des sujets que je connais pas très bien, mais on peut quand même constater que là, il y a un problème, hein, vu cette immense richesse de Poutine lui-même et de Russes, même si on parle plus d'oligarques, il y a quand même des énormes richesses. Il y a le maintien que je considère pas forcément comme un hasard de la population dans un niveau de vie qui peut être assez bas, hein, pour les raisons que je viens de dire, hein, toujours que les gens ne prennent pas finalement trop confiance en eux. Hein. Pas de liberté d'expression, ça peut aller très loin, jusqu'à l'élimination physique d'opposants, hein, qui ne sont pas forcément manipulés par le clan de la mondialisation. Et puis avec un complexe de supériorité quand même des Russes par rapport aux autres peuples, ils se sont souvent servis d'eux comme des boucliers humains. C'est quand même l'histoire, la Russie, en partie on dit souvent c'est l'âme slave, mais en fait c'est assez mal connaître l'histoire de la Russie, parce que comme eh bien, l'Angleterre, comme la France, comme les États-Unis, ce sont les héritiers des conquêtes de peuples germaniques, anglo-saxons, vikings, hein, qui ont soumis les peuples slaves et qui ont pris le pouvoir. Et avec cette double finalement manipulation, hein, issue d'une certaine réalité historique, de la supériorité par la force brute, par l'efficacité, tout ça est typique des peuples germaniques, scandinaves, etc., vikings. Et d'autre côté, un complexe victimaire de la part des Russes qui disent « on ne nous aime pas », la fameuse âme russe, on pleure, etc., etc. Mais derrière, un côté complètement impitoyable aussi, où on ne fait pas de cadeaux. Et donc, placer les gens comme ça entre on est craint d'un côté, et puis de l'autre côté, on ne nous aime pas, on est victime parce qu'on est orthodoxe, ou parce que si, ou parce que là, c'est une manipulation des esprits, c'est une façon toujours eh bien, de garder le pouvoir et d'agir sur la psychologie de l'autre par des moyens qui ne font pas appel à l'intelligence ou à l'égalité. C'est très manipulateur et c'est de la désinformation. Alors bien sûr, la Russie a beaucoup souffert dans le passé, hein, comme pas mal de pays. On pense aux invasions des Mongols, à Hitler, mais elle a aussi énormément opprimé son propre peuple de façon impitoyable, et d'autres peuples, je pense au pacte de Varsovie, je pense à la Pologne, je pense aux États baltes, voilà, il y aurait beaucoup de choses, plus toute la guerre froide et bien les manipulations, les guerres, les coups d'État que la Russie a pu aider au moment de la guerre froide. Hein. Après c'est la Chine qui a pris le relais, mais on peut quand même citer le Vietnam,
la Chine, le Cambodge, hein, bon, avec l'extension du communisme et l'aide à la révolution chinoise et tout ça. Donc il faut faire très attention quand on idéalise des chefs d'État comme Poutine et le modèle russe. Il y a un gros enjeu dans la question d'y voir clair au niveau historique. L'histoire, c'est pas has-been, c'est pas du tout ça. Au contraire, parce que ça évite de recommettre toujours les mêmes erreurs et ça permet au contraire de s'inspirer des grandes réussites du passé au moment où ça s'est vraiment bien passé pour tout le monde et où un modèle était viable. Mais le problème justement, c'est que la connaissance de l'historique, de l'histoire véritable, elle est rarement admise dans les sociétés traditionnelles. Et là, on revient toujours eh bien, au mouvement, au groupe, au site dont je parle ce soir. C'est un véritable problème à l'ouest comme à l'est, de différentes façons. C'est-à-dire qu'en Russie, par exemple, il y a un gros mouvement qui touche au récentisme. Le récentisme, c'est une réécriture de l'histoire qui vise à dire qu'il y a plusieurs siècles, ça va de 2 siècles à 10 siècles, qui ont été inventés, et que donc il faut complètement réécrire l'histoire. Et là, il y a une tradition dans la réécriture de l'histoire en Russie. Hein. En plus du fait que l'Église orthodoxe, quand même, qui tenait Byzance pendant des siècles et des siècles, est restée un peu comme en dehors de l'histoire, dans un monde très très particulier, très très à part pendant tout le Moyen-Âge. Je dis pas que les Turcs qui ont fait tomber Byzance avaient raison de faire tomber Byzance et qui l'ont fait rentrer dans la modernité. Voilà. C'est pas ce que je dis, mais je constate que c'est quand même cet hyper-traditionnalisme, ça amène à un désintérêt de l'histoire et du coup à ne pas amener certaines évolutions et à ne pas reconnaître certains processus historiques qui pourtant sont importants. Il y a la réécriture de l'histoire, bien sûr, en Chine, hein, ne serait-ce que par rapport à Tiananmen, l'histoire du Tibet, hein, le génocide tibétain, l'absence d'enseignement dans les pays arabo-musulmans de manière générale, hein, ça, eh bien, ce sont des amis intellectuels musulmans qui me l'ont assez profondément expliqué, mais c'est quelque chose que j'avais pu aussi constater, et pas uniquement d'ailleurs dans ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, parce que Kadhafi avait fini par distribuer un petit livre vert à sa population, et le niveau intellectuel avait énormément baissé dans son pays. Et donc ça permet, tout ça, c'est grave de méconnaître l'histoire, parce que ça permet la manipulation, l'immobilisme que l'on prend pour la fidélité à des valeurs éternelles, alors qu'on est juste dans l'immobilité. Et ça rejoint forcément la phrase d'Orwell, hein, qui contrôle le présent contrôle le passé, c'est-à-dire celui qui contrôle l'écriture du passé contrôle la façon de penser des gens au présent, et à partir de là contrôle aussi l'avenir. Et dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, eh bien là il y a aussi un oubli de la culture, de la poésie, uniquement pour le plaisir, pour des célébrations chimiques dans la fête, avec des pilules, etc., uniquement les plaisirs physiques. Et il consomme une dictature dure à la Orwell ou molle à la Huxley, ou en Chine, ou en Russie, en Iran, ou dans la mondialisation. En fait, c'est toujours une réécriture de l'histoire qui se passe dans les grandes universités anglo-saxonnes, françaises, ou dans les appareils de l'État des pays plus à l'Est. Et les sociétés traditionnelles se présentent comme les défenseuses, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas comme celles qui défendent les valeurs traditionnelles, donc de la famille, du genre, de la religion, de la souveraineté, du sentiment national, car il y a, disent-elles,
et en grande partie à raison, la volonté de tout faire éclater dans le mondialisme pour aller uniquement vers la vulgarité, vers la consommation, vers la destruction de tout ce qui fait des valeurs nobles, belles, stables, de respect du corps, du sacré, etc. Le problème, c'est que le formatage des peuples, le fait de dire il y a une seule religion dans notre pays parce qu'on est en Iran, parce qu'on est en Russie ou parce qu'on est en Espagne, à l'époque de Franco, hein, qui disait en Espagne on est catholique ou on n'est rien. Tout ça, eh bien, ça pose un problème de renouvellement des forces vives de la société, de la réinvention perpétuelle d'elle-même qu'est la vie et dont on a tous envie aujourd'hui. Tous, ou à peu près tous. Et ça, donc, bien, on trouve ça aussi en France, dans un certain nombre de milieux, de milieux religieux. J'ai cité les catholiques, qui dénoncent tout ça à juste raison, mais qui oublient que, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles idéologies naquirent de leur compromission avec les pouvoirs séculiers corrompus par l'argent, en niant le sort misérable des populations sous l'Ancien Régime, hein, avec l'espérance de vie, les épidémies, la peste et tout ça, bon, en faisant obstacle à la science. Donc c'est grave, voilà, c'est assez grave, parce que parmi ces historiens, alors ces religieux, donc chrétiens, d'un côté les catholiques, ont beaucoup moins tendance évidemment à épouser la cause des États-Unis, hein, et finalement sont plus entre pays catholiques, mais certains d'entre eux, y compris dans des sites comme Égalité et Réconciliation, ou même un site comme Stratégica, qui est clairement un site financé ou aidé ou au bénéfice de la Russie. Hein. On a aussi des catholiques traditionnalistes là, qui pensent qu'il faut se rapprocher de la Russie ou arrêter de dire du mal de la Russie. Chez les protestants, ça va, chez les évangéliques, ça va plus être les États-Unis, parce que voilà, c'est aussi les héritiers de pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui justement se sont détachés de l'Église catholique romaine, en reprenant leur propre idée de la religion avec Calvin et Luther, et du coup qui vont être beaucoup plus soit indifférents, soit accompagner la mondialisation économique chez les évangéliques et être pro-américains en étant persuadés, bien que ce sont eux vraiment qui sont du côté de l'axe du bien, que le pape lui-même est une forme d'antéchrist comme l'islam, voilà, donc c'est vraiment très, très guerrier comme philosophie. Mais derrière, eh bien, ils oublient, hein, je le répète vite fait parce que là je reviens sur ce point, l'oppression de la Russie, des États baltes, du pacte de Varsovie. Je me rappelle mon prof de roumain quand j'étais à la fac, eh bien, il avait vu son père se faire bastonner par un Roumain déjà vendu à l'Union soviétique en 1945 lors de la première, du premier vote après le changement de régime de la Roumanie, hein, qui était passée par un régime d'extrême droite. Voilà, donc tout était déjà noyauté. Et il y avait une extrême violence. Il faut en parler aux Tchèques, il faut en parler aux Hongrois. Je veux dire, les interventions de l'Union soviétique ont été extrêmement violentes. Parlons de la RDA, ils n'ont même pas eu besoin d'intervenir en RDA. Bon. Voilà, donc tout ça, c'était extrêmement violent. Il ne faut pas l'oublier, de la même façon qu'il ne faut pas oublier ce qu'était l'Ancien Régime, ou ce qui a été le siècle d'or espagnol, avec Isabelle la catholique, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et puis du Portugal aussi. Il ne faut pas oublier ce qu'a été le franquisme ou le régime de Salazar, ce qui a été la conquête de l'Espagne, des Amériques et du Portugal. Voilà, il ne faut pas oublier tout ça, sinon on n'est pas crédible.
Et on est complètement à l'opposé des valeurs des évangiles qu'on prétend amener pour le salut des gens. Et à ce niveau-là, même, parfois je tombe sur des gens, alors là on n'est plus chez les catholiques, mais on est chez des gens qui sont pro-russes, tout en étant peut-être athées, laïcs, ou je ne sais pas ce qu'ils sont, mais je vais donner deux exemples qui sont choquants vraiment. Le premier, j'avais été invité à une soirée autour de l'Ukraine, et j'avais rappelé quand même qui était Poutine, ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait fait subir au peuple que je viens de citer, et voilà, qui ressemble un petit peu à un bobo, là, m'avait dit, mais je ne vois pas pourquoi les peuples qui ont subi le régime communiste, ou qui ont subi Poutine, qui ont subi Poutine, seraient plus aptes que les autres, eh bien, à parler de Poutine. Ce qu'il disait par là, c'est que c'est pas l'expérience qui compte, finalement, c'est l'intention soi-disant affichée par une personne, même si c'est un tyran, parce que cette personne-là s'oppose à l'ordre mondial, ultralibéral. Voilà, donc on a ce genre de propos complètement obscènes, inconscients, qui révèle un problème psychanalytique de recherche d'autorité ou de sécurité chez une figure paternelle, ou bien simplement une stratégie politique, mais totalement malsaine. Voilà. Et puis le deuxième exemple, c'est comment je peux l'appeler, un blogueur, un intervenant, que j'ai rencontré personnellement, et qui me disait que la Pologne, dans les années 50, finalement, c'était un modèle de société, enfin 50-70, je ne me rappelle pas, bref, pendant le pacte de Varsovie, que la Pologne, avec les organisations, des gens qui vivaient dans leur petit appartement ou leur petite maison, avec leur petit jardin, les potagers en commun, le chauffage et tout, finalement, ça c'était la société idéale. Hein, je ne défends pas ces propos parce que c'était un État qui prenait vraiment soin de sa population et que donc c'était très bien comme ça. Voilà. Et donc, bon, je vais pas aller plus loin sur la personne qui avait tenu ce propos parce qu'encore une fois, moi, c'est les idées qui sont importantes et vraiment y voir clair pour amener une société vraiment bonne ensemble. Mais souvent, ce sont des personnes qui passent de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec toujours, finalement, un gros manque de respect de l'individu, des choix individuels, et l'idée que l'État doit gérer comme ça, de façon assez autoritaire, à la cosaque des populations entières, parce que c'est forcément lui qui sait mieux que les individus ou mieux que d'autres groupes ce qui est bon pour tout le monde. Alors que non, la plupart du temps, enfin même tout le temps, les idéologies ont des visions amputées de l'humain, de l'humanité, du sens de la vie, de la nature, du rapport de l'humain à la nature, du sens même de l'univers. Ce sont d'ailleurs des choses souvent qu'il revendique de ne pas s'intéresser à tout ça parce que c'est pas ça qui sert à gouverner une nation. Alors que c'est le contraire justement. Et c'est là qu'on rejoint le domaine religieux qui prétend avoir une vision vraiment éclairée sur le sens de la vie et comment un gouvernement politique peut être le garant du sens et des valeurs de la vie dans le domaine temporel. Et pour terminer donc sur la Russie et sur la bipolarisation dans laquelle on nous a remis, entre d'un côté on doit être pro-russe, ou de l'autre côté on doit être pro-américain, il faut choisir son camp parce que le mal forcément est d'un côté ou de l'autre. Et donc les évangéliques, alors je ne parle pas des protestants, plus traditionnels, mais parfois aussi les protestants traditionnels, ont un modèle libéral d'économie, décomplexé parce que Dieu encourage la richesse dans l'éthique du protestantisme, sans se préoccuper des conséquences sur le reste du monde, parce qu'il y a l'idée d'une élection individuelle ou collective d'un peuple ou d'une nation qui fait que chacun est à la place
où il mérite d'être, soit parce que Dieu l'a mis à sa place, donc où il mérite d'être, et ça on retrouve aussi l'idée, d'une autre façon du jansénisme, hein, que c'est la grâce qui sauve plus que les actes, hein, et que c'est l'esprit qui sauve plus que les actes. L'idée qu'il y a aux États-Unis de la destinée manifeste, mais c'est quelque chose qui est aussi extrêmement dangereux, parce qu'il y a du coup aussi une forme d'indifférence ou d'auto-manipulation mentale par rapport à certains actes qu'on fait pour les justifier, et du coup on va aussi, sans s'en rendre compte, volontairement manipuler les autres, avec cette idée que Dieu encourage la richesse, hein, et je me rappelle de cette histoire que me raconte une Italienne qui avait vécu à Londres dans les années 60, et son fiancé était venu la rejoindre pour bosser dans le même restaurant. Et il y avait une Italienne protestante des Hautes-Vallées de l'Italie qui disait, mais quand même, avec ton compagnon, ton fiancé, tu vis dans le péché, vous n'êtes pas mariés, etc. Et donc cette Italienne lui répond, mais je comprends pas, toi tu sors avec le patron, avec le grec, là, et tu me fais la leçon à moi. Et donc cette protestante lui a dit textuellement, ah non mais moi c'est différent, moi je fais ça pour l'argent. Autrement dit, je ne fais pas le péché parce que je sors avec le patron, je couche avec le patron pour l'argent, donc je ne cède pas à mes émotions, je ne cède pas à mes désirs, à mes pulsions, parce que ça c'est primitif, c'est méditerranéen, etc. Moi je fais ça de façon calculée pour l'argent, et Dieu encourage la richesse, etc. Elle n'était pas allée jusque-là, mais voilà, c'est des choses qui pénètrent l'inconscient des personnes. Alors, je vais contrebalancer tout de suite l'exemple un peu caricatural, mais malheureusement qui correspond à une façon de faire qui est tout à fait réelle, par rapport au protestantisme, en rappelant que dans le protestantisme, dans les sociétés protestantes, il y a aussi beaucoup de commerce équitable, et ça a toujours été des sociétés de progrès, d'avancée sociale, d'égalité, de commerce équitable. Donc je suis conscient de ça, mais il y a véritablement les deux aspects voilà, dans le protestantisme. Bien, on se retrouve après une pause.